son camp. Oui, non, mais sur le timing de l'annonce, effectivement, vous l'avez rappelé, il voulait le faire depuis un petit moment, certes, mais nous, et on avait fait un texte dans le JDD à ce titre, sur cette décision, on se dit qu'au moment où Israël est le plus en capacité de l'emporter face à la barbarie du Hamas, face notamment aussi au régime iranien qui n'a jamais été aussi affaibli. Or, on sait très bien que derrière le Hamas, il y a l'Iran, et derrière le 7 octobre, il y a l'Iran. Au moment où Israël a le plus besoin de soutien pour pouvoir l'emporter finalement sur cette guerre contre la barbarie, c'est le moment que choisit le président de la République pour affaiblir le soutien à Israël. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, et je rejoins ce qu'a dit Rachel Kahn, sera une erreur à la fois historique et même une erreur morale pour le président de la République. Ensuite, quant à dire aussi que le président de la République se retrouve esseulé sur le plan européen et sur le plan international, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est une réalité. Le problème, et c'est je pense le bilan que portera Emmanuel Macron en termes de diplomatie sera très très mauvais. Si on prend juste moi je pose toujours cette même question sur le plateau: avec quel pays aujourd'hui la France d'Emmanuel Macron entretient réellement de bonnes relations? À part peut-être le Canada. C'est vrai qu'on est fâché avec beaucoup de pays. À part peut-être le Brésil et éventuellement l'Inde, parce qu'on arrive à leur vendre un peu de matériel militaire, on n'a aucune bonne relation stable avec des pays. On prend par exemple Maroc-Algérie, Emmanuel Macron a réussi à se fâcher avec les deux pays en même temps, chose qu'aucun président, même François Hollande, n'avait réussi à faire. Sur la question au Proche-Orient, pour revenir au Proche-Orient, pareil, avec Israël, ça ne se passe pas bien. Et le président ne fait que se dédire. Et le problème et la problématique qu'il a posée même sur la question de la reconnaissance de la Palestine, c'est que lui-même avait fixé 4 conditions pour reconnaître l'État de Palestine. Il y a moins de 3 mois. Or, sur les 4 conditions, donc c'est la démilitarisation du Hamas, le fait que le Hamas quitte définitivement la bande de Gaza, le fait que l'autorité palestinienne puisse avoir le leadership, exactement, puisse être réformée pour avoir le leadership sur la Cisjordanie et Gaza. Ces 3 conditions-là ne sont pas remplies. Et la reconnaissance. Et la reconnaissance. Et aussi après la question de la libération des otages. Aucune des 4 conditions portées par le président de la République il y a moins de 3 mois n'a été remplie. Et pour autant, il reconnaît l'État de Palestine. Donc c'est vraiment une vraie problématique aujourd'hui structurelle de la diplomatie sous Emmanuel Macron, c'est qu'à force de se dédire, de dire semaine A quelque chose, puis semaine B quelque chose d'autre, on se retrouve avec un pays, la France, qui est esseulé dans le monde entier. Et ce qui est terrible, et c'est Louis qui le disait quand on voit la réaction de Donald Trump, on voit à quel point nous sommes humiliés et littéralement ridiculisés. Élie Korchia a réagi sur notre antenne, président. Mathieu. Quand Joseph fait la description, on pourrait penser à Néron, en fait, d'une certaine façon. Par rapport à Emmanuel Macron. Mais la problématique en fait qu'il a... Oui, ma psychanalyste, ça vous fait réfléchir. Hein. Non, moi je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est qu'en fait on est là face à un président de la République qui n'a plus les manettes sur le plan national, qui aime bien aussi, on le sait, faire des coups politiques. La dissolution en a été un. Il faut quand même rappeler au président de la République que les coups qu'il a fait récemment se sont rarement très bien passés. Là, il y a quand même aussi l'opportunité de faire un coup politique. Il faut quand même rappeler que selon un sondage, 78% des Français désapprouvaient l'idée de reconnaître la Palestine à ce moment-là, dans ces conditions-là. Donc il y a aussi l'idée de jouer un peu contre l'opinion publique pour ensuite après avoir, d'une certaine façon, des rétributions à très long terme sur ce qu'il pourrait appeler sa legacy, ou en tout cas on va dire l'histoire qu'on retiendra de sa présidence. Mais la véritable problématique aujourd'hui, c'est que les coups politiques qu'il a mis en place jusqu'à présent, y compris sur le plan international, peut-être à l'exception du dossier ukrainien, où on voit que certains pays européens commencent à se rallier progressivement à sa position, à l'exception de ce dossier-là, l'ensemble des coups à la fois nationaux et internationaux ont, désolé de le dire, un peu échoué. Et cette annonce... Voilée de la tête aux pieds. Ouais, c'est terrible. Hein. Mathieu Oka. C'est vrai que le vrai sujet, si on prend de la hauteur sur ce sujet, c'est que la question, c'est là, Emmanuel Macron a prononcé la reconnaissance de l'État de Palestine. Mais à quoi va ressembler cet État de Palestine aujourd'hui? Tout le monde braque son focus sur Gaza, mais en fait, la réalité du vrai conflit israélo-palestinien, c'est pas Gaza. Gaza, c'est finalement, j'ai envie de dire, presque plus un sujet. C'est quel est l'avenir de la Cisjordanie? Parce que comme vous l'avez dit, il y a aujourd'hui 1 million d'Israéliens qui vivent en Cisjordanie. Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes-là? Il y a aujourd'hui ensuite la Cisjordanie est morcelée d'un point de vue territorial, où vous placez la frontière aujourd'hui de cet État de Palestine. Il y a une problématique de qui contrôle le territoire de la Cisjordanie. Aujourd'hui, on pense que on peut penser que le Fatah pourrait le faire. La réalité, c'est que ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, de facto, c'est Israël qui gère ce territoire-là. Et puis après, il y a une troisième problématique. Quelle capitale pour l'État de Palestine aujourd'hui? Est-ce que c'est Jérusalem-Est?
alors que pour autant, il y a une reconnaissance à la fois d'Israël comme Jérusalem étant sa capitale une et indivisible, et cette reconnaissance-là est faite par les États-Unis, aujourd'hui notamment avec le rapatriement de l'ambassade américaine à Jérusalem par Donald Trump, notamment, chose qui n'a pas été changée par l'administration américaine. Donc il y a tellement de problématiques aujourd'hui qui se posent sur la question matérielle de l'existence d'un État palestinien, qui font qu'aujourd'hui, s'avancer sur la reconnaissance de l'État de Palestine sans traiter ces questions-là de fond, qui sont des questions de fond, c'est pas en un tweet qu'on va résoudre ces questions-là, me semble complètement inapproprié d'un point de vue politique. Et nous aurons l'ambassadeur d'Israël en France à 18h qui répondra un petit mot, à nos questions. Moi, je pense aussi aux chrétiens d'Orient. Oui, vous avez raison. Et les chrétiens d'Orient. En un mot, qu'est-ce que vous avez retenu? Beaucoup dit déjà des choses intéressantes, mais là, il y a l'homme et il y a le pays qui l'incarne. Sur l'homme, on sent bien, et moi j'ai bien senti ça également, la déception. C'est ce que la diplomatie, c'est aussi une affaire de relations humaines, de relations bilatérales parfois. Et on sait en plus que le président de la République, Emmanuel Macron, a tendance à bilatéraliser, si le terme existe, ces relations avec les chefs d'État ou même avec certains représentants de pays. Et donc on sent bien là qu'il se sent un petit peu floué par la décision d'Emmanuel Macron. Ensuite, après, sur le pays qu'il incarne, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. La difficulté, lui, ce que lui dit, c'est qu'en fait, Israël est en faveur de la paix. Et surtout, c'est qu'en fait, toutes les personnes qui aujourd'hui proposent cette reconnaissance de la Palestine, finalement, vont sur un chemin où il n'y a pas de paix à terme. Parce qu'il a bien dit qu'Israël a tendu la main à plusieurs reprises, notamment depuis l'échec du protocole d'Oslo, enfin des accords d'Oslo. Il a dit qu'Israël avait tendu la main et que pour autant, les autorités palestiniennes n'avaient pas justement saisi cette main-là et que depuis 2005, de fait, il est impossible aujourd'hui d'aboutir à une paix, y compris à 2 États actuellement. Joseph, très rapidement, parce que Mohamed Vidal est arrivé, vous avez vu Mohamed Vidal arriver. Mais surtout, en fait, le vrai sujet, c'est sur, vous l'avez rappelé, c'est sur les mobilisations. Et à un moment donné, il faut que les personnes qui organisent les manifestations de soutien à la Palestine se regardent aussi un peu devant le miroir. Parce qu'en fait, pourquoi aujourd'hui, à la place, par exemple, vous prenez la place de la République à Paris, vous avez toutes les semaines, tous les jours, des manifestations pour différentes causes dans le monde. Pour les Rohingyas en Birmanie, pour le Congo en RDC, pour le Soudan, etc. À chaque fois, dans ce type de manifestation, ça se passe bien. À chaque fois où il y a des problématiques, c'est toujours sur la même chose, c'est toujours sur les manifestations dites pro-palestiniennes en soutien à Gaza. Donc c'est à un moment donné aussi aux personnes qui encadrent et qui justement organisent ces manifestations qui doivent aujourd'hui comprendre que le principe de précaution qu'on nous rappelle sur tous les sujets, il faut mettre en place ce principe de précaution, il faut plutôt prévoir plutôt que guérir, s'applique aussi également sur ce type de mobilisation pour éviter justement la sensation de justice à 2 vitesses. Et la raison pour laquelle je voulais absolument échanger avec Christian Estrosi ce soir, c'est qu'il souhaite interdire ces assez symptomatique du climat en France aussi encore. Oui, nous, ce qu'on dit souvent, c'est qu'en fait, on peut comprendre le régime algérien. Le régime algérien ne veut pas reprendre les OQTF parce qu'il considère que ce sont des gens qui sont néfastes pour leur société. Il ne veut pas, par exemple, il y a une mesure aussi qui avait été mise sur la table par Gérald Darmanin, c'était d'expulser, vous savez, les prisonniers étrangers. 25% de nos prisonniers sont de nationalité étrangère. Parmi ces 25%, la deuxième nationalité la plus importante sont les Algériens. C'est 3400 personnes qui croupissent dans nos prisons pour des faits de délinquance, de des criminels, pas pour avoir critiqué la France, évidemment. Ça, c'est le cas en Algérie, c'est pas le cas en France. Et qui coûtent de l'argent, et qui coûtent énormément d'argent en termes de frais d'incarcération. Nous, on avait fait le calcul, c'est plus de 700 millions d'euros. Le régime algérien n'en veut pas. Donc ça, c'est quelque chose, et donc on sait que le régime algérien ne les reprendra pas parce qu'ils considèrent que ce n'est pas bon pour leur société, et aussi parce qu'ils ne veulent pas, ils veulent aussi, entre guillemets, humilier la France, parce que pour masquer leur terrible gestion sur le plan économique. Dans ces cas-là, ce qu'il faudrait faire, si eux ne les reprendront pas, et qu'on ne peut pas les forcer à le faire, parce que de toute façon, on a un président de la République qui ne veut pas activer tous les leviers, eh bien, nous considérons qu'il faut demander à l'Algérie de payer la facture à minima des frais d'incarcération, des centres de rétention administrative, de tout ce que nous coûte en termes de criminalité et en termes de justice administrative les Algériens, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas aux Français, ce ne sont pas aux Français de payer à la fois le prix de la criminalité et le prix économique des frais d'incarcération. À un moment donné, il faut faire, et c'est un pays qui l'a fait, Donald Trump avec le Mexique, il avait fait exactement la même chose, et finalement le Mexique paye maintenant les frais d'incarcération des ressortissants mexicains dans les prisons américaines. Pourquoi ne pas s'inspirer de ce qui a fonctionné pour, à minima, on va dire, ne pas faire supporter tout le coût de l'Algérie aux Français. Et on peut rajouter la dette immense vis-à-vis de nos hôpitaux. Dernier sujet sur lequel j'aimerais vous faire réagir, ça se passe sur le Champ de Mars. C'est une